Bienvenue dans Aparté. Le podcast de l'innovation média. Je pense que les gens nous ont fait confiance parce qu'ils voyaient qu'on partait d'une bonne volonté. Je pense qu'il y a eu une part de confiance qui arrivait dans l'idée qu'on n'était pas un média et que dans cette crise de confiance vers les médias, on pouvait peut-être changer cette proximité. Dès le début, dès le 17 mars, dès le moment où on a créé cette page Facebook, les internautes se sont dit « Ah oui, ok, je peux leur poser des questions » et parfois on pouvait avoir des grandes conversations par inbox avec des internautes qui vraiment avaient l'air un peu perdus, mais ça faisait du bien aussi de les épauler et d'être présent pour eux, quoi. Bonjour, bonjour. Cette semaine, dans Aparté, nous allons nous intéresser à l'une des bonnes surprises de cette période de confinement qui vient de s'achever. Bonjour Marianne Rigaud. Bonjour Philippe Couve, bonjour tout le monde. Malgré le déconfinement, on continue d'enregistrer Aparté à distance. Et on parle aujourd'hui de journalistes solidaires, ou JS pour les intimes. Il s'agit d'un collectif de pigistes né pendant la crise du coronavirus et qui traque les fake news. Nous sommes donc en ligne avec Lina Fourneau. Bonjour Lina. Bonjour. Lina, tu es journaliste pigiste et rédactrice en chef de Journalistes solidaires. Où est-ce que tu es actuellement ? Je suis dans mon appartement à Paris et voilà. Et les autres membres de Journalistes solidaires, où est-ce qu'ils sont en France tous ? On est complètement partout en fait. Malheureusement, on est comme le virus, on s'est propagé. Non, on est entre la Belgique et la France principalement. On a même quelqu'un en Alaska, un au Mexique, donc on a créé une espèce de truc international, c'est super. Donc vous êtes partout, en tout cas merci d'avoir accepté notre invitation dans Aparté. Aparté, c'est le podcast de l'innovation média proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique. On va donc parler fact-checking et fake news. C'est quoi une fake news ? Le site Un jour une actu s'est chargé de l'expliquer aux enfants. C'est quoi les fake news ? L'expression anglaise fake news signifie fausse nouvelle. Elle désigne des informations fausses, des infos qui, souvent, sont volontairement truquées. L'une des fake news les plus connues est le soutien du pape François à Donald Trump quand il était candidat à la présidence des États-Unis. Les fake news ont toujours existé. Il y a 80 ans, un comédien avait effrayé les Américains en faisant croire à une invasion martienne à la radio. Mais aujourd'hui, elles ont beaucoup d'impact à cause de la puissance des réseaux sociaux. Sur ces réseaux, tout le monde peut diffuser des informations sans obligation de les vérifier. Or, pour être un citoyen libre et responsable, chacun doit apprendre à vérifier ses sources, qu'elles proviennent d'Internet ou d'autres médias. De nombreux journaux se sont donc lancés dans le décodage des fake news. Des enseignants mettent aussi en place des cours d'éducation aux médias pour développer son esprit critique. Plutôt que de croire n'importe quelle info sans réfléchir, un minimum de prudence est désormais nécessaire. Alors, on parle de journalistes solidaires, de journalistes qui traquent les fake news. Alors, journalistes solidaires, Lina Fourneau, finalement, c'est qui et c'est quoi ? Journalistes solidaires, c'est qui? Alors, c'est les journalistes qui se sont regroupés à partir du 16 mars. Donc, c'était le moment où, en fait, donc il y a eu le discours d'Emmanuel Macron le 16 mars qui annonçait le confinement. On a eu un message de Julien Cazenave, qui est un de nos journalistes, monteur vidéo, qui nous proposait de faire quelque chose, quoi, On avait vu beaucoup trop de fake news depuis la crise du coronavirus, depuis le début, alors que c'était vraiment le début officiel en France. Et déjà, on avait le cousin de la femme du boulanger qui se trouve à côté du Sénat et qui nous disait que, je sais pas, que le confinement allait durer en fait 4 mois selon le Sénat. En fait, bon, bref, plein de fake news différentes. Je pense qu'on était dans un moment où tout le monde était à peu près perdu sur le flux d'informations qu'il y avait face à nous.
Sur les réseaux sociaux, on voyait n'importe quoi. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et en fait, au début, ça a commencé donc d'un groupe Facebook. Mais Et petite question quand même avant d'aller plus loin, ces journalistes-là, ils n'avaient pas beaucoup de travail dans ces périodes de coronavirus ça, avec tellement d'actu en continu et permanente? bah, je pense qu'il y a ça aussi qui a joué, c'est qu'on était au début principalement des pigistes. Les pigistes se sont fait euh, un peu couper les productions au début du confinement. On nous a tous dit, bon, bah, désolé, mais là, il n'y aura pas beaucoup de sujets à vendre. Donc on s'est dit, ah oui, en fait, on va avoir quand même du temps devant nous. Ok, est-ce que je décide de commencer une nouvelle série sur Netflix ou bah, je participe à l'utilité publique et bah, on a tous pris la deuxième option, quoi. Et alors toi-même, Lina, tu es pigiste et tu te décris, d'après ta bio sur le site de Journalistes Solidaires, je cite, comme ayant découvert une passion pour le fact-checking pendant le confinement, reine historique des JS, elle est leur rédactrice en chef. Comment tu t'es retrouvée là-dedans? Quel est ton parcours personnel? Mon parcours personnel, je suis un bébé de la PQR. J'ai commencé ma carrière il y a un an et demi en fait. J'ai été diplômée il y a un an en PQR. C'est une super école, mais voilà, j'ai décidé de foncer dans un mur et de me retrouver à Paris pour faire des piges. J'ai commencé les piges en gros en janvier, donc moi je me suis un peu fait rattraper par le timing en fait, mais voilà, je fais des piges principalement pour la presse économique et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me suis déclarée comme reine? C'était on n'était pas beaucoup de filles au début et j'ai eu ce côté un peu despotique pour faire régner l'ordre qui me fait être rédac chef aujourd'hui. Autour de toi, est-ce que ce sont surtout des journalistes plutôt débutants ou est-ce qu'il y a aussi des journalistes aguerris? En fait, on a voulu jouer sur ce truc de prendre tout le monde. Enfin, de ouvrir la porte à des étudiants, à des jeunes journalistes, comme je l'étais, et se faire aider par ce qu'on a appelé après des mentors, qui étaient des experts du fact-checking, qui avaient déjà leurs expériences et qui pouvaient nous offrir eux aussi leurs ressources. Et donc, en fait, ça a hyper bien marché comme ça parce qu'il y avait de l'entraide, parce que justement, ces journalistes pro spécialisés dans le fact-checking euh, avaient peut-être moins de temps, mais beaucoup de choses à nous apprendre. Et vous voyez qu'on était complètement hyperactifs, mais qu'il fallait nous coordonner. Très concrètement, comment est-ce que vous travaillez? Qui décide des sujets qui vont être traités? Comment les sujets sont traités? Et qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite? Où est-ce qu'ils sont diffusés, publiés? Alors, ben, vu on s'est créé en confinement, on a dû utiliser des outils bah, en ligne, quoi. Donc, on a trois types d'outils. On a, en fait, comme dans toutes les rédactions, on a dû bah, avoir cette vie de rédaction qu'on a créée sur Discord. Donc, il y a vraiment le côté un peu machine à café où on discute de tout et de rien. Mais il y a aussi la conf de rédac où on essaye au mieux, on le fait tout le temps d'ailleurs, d'organiser deux conférences de rédaction par semaine. Et c'est là où on discute des sujets, c'est là où on sélectionne selon notre ligne éditoriale les sujets et on les propose aux journalistes. Il y a aussi Telegram, donc qui est en fait l'outil qu'on utilise pour avancer notre sujet. Chaque groupe se retrouve sur une discussion Telegram. Et on a Airtable, qui est en fait notre base de données éditable. Alors, Airtable, il va falloir qu'on explique. Alors, Telegram, c'est l'application de messagerie sécurisée. La conférence de rédaction, elle a lieu sur Discord ou elle a lieu sur sur une autre plateforme? Non, elle a lieu sur Discord. L'avantage de Discord, c'est qu'on peut appeler et voilà. Après, bon, il y a toujours des petites erreurs techniques, mais voilà, c'est un avantage
incomparable. Et puis voilà, pour juste se trouver tous au même endroit, pouvoir discuter sur le chat à côté, et c'est assez facile comme ça. Et Airtable, donc c'est c'est une forme de, si on simplifiait outrageusement, ça serait un Excel collaboratif en ligne. Mm. C'est ça, À et quoi ça sert? à quoi ça sert? C'est vraiment pour faciliter nos fiches. En fait, on a appelé nos enquêtes des fiches. Pourquoi? Parce qu'on s'est établi en Open Newsroom. Je sais pas si vous voulez que je Qu'est-ce que rappelle. c'est qu'une Open Newsroom? Voilà. Une Open Newsroom, c'est une rédaction ouverte où justement tout le monde peut voir l'avancée de nos enquêtes. Et c'est vraiment notre idée de la transparence et notre idée des médias aujourd'hui. On voulait répondre à cette espèce de crise des médias, de dire que tout était caché et tout ça. Et pour le fact-checking, je trouve ça quand même super légitime. Et ça a bien marché parce que on pouvait avoir des politiques qui nous recontactaient parce qu'ils ont vu que le parti d'opposition avait répondu à nos sollicitations. Et ben en fait, ils se disaient ah moi aussi j'ai envie de répondre. Ou même on avait des internautes qui regardaient nos enquêtes et en fait ils trouvaient ça intéressant et ils avaient quelque chose à rapporter à notre enquête. Donc c'est vraiment de l'open source quoi. Auprès de qui vous vous êtes inspiré pour faire cette organisation en newsroom et cette forme d'enquête collaborative? En fait, c'est vraiment le développeur Amaury qui l'a proposé au début. C'est lui qui a fait le site et tout ça. Et c'est lui qui nous a proposé au début, bon, bah, venez, on fait ça. Parce qu'il avait déjà vu ça auprès de Damien Von Acter notamment. Et il trouvait ça intéressant. Au début, on a tous été réticents parce que, enfin, moi, en tant que journaliste, je vérifie. Enfin, c'est très compliqué, ça veut dire faut avoir de la rigueur tout le temps. Donc, tout est visible sur le site en fait. Pour te répondre sur le principe d'Airtable, c'est que ça facilitait vraiment euh, cette open newsroom et, tout ce qui est workflow de la rédaction, quoi. On fait tout à partir Alors, de. pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve tous les signalements. Un signalement, c'est un internaute qui va dire ok, j'ai vu ce texte, j'ai vu ce tweet, j'ai vu ce post Facebook, est-ce que vous pouvez le vérifier s'il vous plaît? Donc voilà, il y a cette partie, donc c'est faite par l'internaute, ou alors on peut avoir nos signalements internes. Ben voilà, je sais pas, un soir je vais être sur Twitter et je me dis attends, mais ça c'est bizarre, et là je vais mettre directement dans la base et on en discute en conférence de rédaction. Ensuite, il y a toute la partie conférence de rédaction qui est aussi organisée sur Airtable, c'est-à-dire sélectionner les sujets, regarder les fiches, vérifier justement que cette rigueur qu'on s'impose est respectée. Et puis, il y a tout ce qui est secrétariat de rédaction pour la relecture, tout est encore fait sur Airtable. Combien de personnes travaillent sur chaque enquête? Combien de journalistes? Chaque enquête, alors normalement, dans le meilleur des cas, c'est un coordinateur, deux vérificateurs et un mentor. Qu'est-ce qu'il fait le coordinateur? Le coordinateur, c'est celui qui gère l'équipe, qui dit en gros l'angle, bah là il faut le retravailler, ou ah non mais là en fait c'est super ce que tu fais, continue comme ça, creuse encore, ou quand ça va pas, malheureusement un peu foutre des coups de pied au cul, mais bon on essaye d'être sympa quand même parce qu'ils sont bénévoles, mais voilà. Et ça c'est les cordeaux. En fait c'est des chefs de projet, je sais pas trop si on peut appeler ça comme ça pour les journalistes. Le mentor, donc on en parlait tout à l'heure, c'est de dire, bah, en gros, là, ce serait bien d'avoir un expert du fact-checking avec nous. Euh, c'est notamment une Guillaume Ledy, Lynn Landau, enfin, c'est des gens qui connaissent le métier, qui sont ravis de nous aider la plupart du temps, et de vérificateurs. Est-ce que vous avez quelqu'un qui s'occupe des relations avec le public, puisque vous faites appel à des signalements? Et si oui,
quelles sont les réactions que vous recevez de la part du public depuis le début de Journalistes solidaires? Euh, Alors, oui, il y a des community managers, si c'est ça dont tu parles. Oui, il y a deux community managers, un qui est chargé de Twitter et un qui est chargé de Facebook. Je pense que principalement les gens sont quand même contents de ce qu'on fait parce que ils voient qu'on se décarcasse à produire de l'information sans vraiment demander en retour des investissements ou quoi. Donc c'est vraiment, ils savent qu'on part d'une bonne volonté, que on est utile parce on s'est créé comme ça pendant le Covid-19. Après, bien sûr, on s'attaque à des conspirationnistes, donc forcément, on prêche des gens un peu convaincus. Donc il y a des sujets où on a eu des réactions vraiment mauvaises. Après, malheureusement, on ne peut pas rentrer dans leur jeu et nous, on est justement là pour répondre à ceux qui n'étaient pas convaincus de la nouvelle, mais qui auraient pu y croire. C'est surtout ça. Et je pense que les gens sont conscients. Sur la publication, c'est publié où, comment, sous quelle forme? La publication est directement mise sur notre site, journalistsolidaire.com, et directement relayée sur nos réseaux sociaux. Et sur nos réseaux sociaux, on publie également ce qu'on appelle les reposts, qui sont les articles externes, donc c'est-à-dire des décodeurs ou de check news qu'on repartage. Et en fait, on Alors, les essaye. décodeurs, c'est lemonde.fr, Check News, c'est libération.fr. Et c'est ça, on repartage des articles de ces cellules de fact-checking. Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à marcher, c'est en servant de nos réseaux sociaux pour centraliser toutes les informations parce que les gens ne sont pas conscients qu'il existe autant d'outils pour faire du fact-checking en France. Vous, on l'a compris, votre créneau, ce sont donc les fake news. On a eu une définition tout à l'heure des fake news expliquées aux enfants. On va aussi prendre des éléments de réponse avec une vidéo de Barbara Chazelle, qui est à la direction de la prospective de France Télévisions et qui publie sur le très bon site Metamedia. On a tellement entendu parler des fake news pendant le Brexit ou l'élection de Trump qu'évidemment maintenant, tout le monde sait ce que c'est et tout le monde sait comment ça marche. Eh bien non, on ne sait pas bien ce que c'est qu'une fake news, déjà parce qu'il n'y a pas de définition qui fait l'unanimité. Un des problèmes, c'est qu'on utilise une expression qui vient de l'anglais. News, ça veut dire information ou nouvelle. Fake, ça fait référence à une imitation, à une contrefaçon, et non pas à quelque chose qui serait faux ou erroné. Pour ça, l'anglais a un autre mot, c'est false. Donc on voit bien que l'un des critères qui constitue la fake news, c'est l'intentionnalité. Donc pour résumer, la fake news, c'est une information qui se fait passer pour vraie, mais qui ne l'est pas. Il faut bien distinguer la fake news de la rumeur ou encore de la satire. Par exemple, pendant la présidentielle de 2017, quand le Gorafi annonce que le Front National promet un retour aux sesterces, ça, c'est pas une fake news. Pourquoi ? Eh bien parce que le but, c'est pas de tromper ou d'influencer le lecteur, mais tout simplement de parodier l'information pour faire rire. Maintenant, on parle même de deepfake. Ce sont des vidéos qui sont modifiées à l'intelligence artificielle. On va y incruster le visage de quelqu'un et on peut lui faire dire à peu près n'importe quoi. President Trump is a total and complete dipshit. Le résultat est vraiment réaliste et même les plus avertis d'entre nous peuvent facilement se faire avoir. On l'entend dans cette vidéo, l'intelligence artificielle est maintenant utilisée pour créer ce qu'on appelle des deepfakes. Est-ce que ça va être de nature à rendre le travail plus difficile de votre côté, avec ces vidéos qui prennent la forme d'un discours qu'aurait pu prononcer une personnalité et qu'elle n'a pourtant jamais prononcé? Non, je pense pour le moment, on n'en a pas vu, nous. Je vous avouerai qu'on n'a pas eu de signalement où on avait une deepfake. Il existe des outils aujourd'hui, de toute façon. Pour le moment, on est encore trop petit pour s'y attaquer, mais on est en lien avec des gens qui savent le faire. Je vous avoue que je ne me suis pas vraiment posé la question pour le moment, parce que en fait, on apprend à faire du fact-checking tous, donc je pense que oui, ça serait à voir avec le temps, mais c'est vrai que c'est trop compliqué aujourd'hui de savoir comment on réagirait devant une deepfake.
mais toujours faire appel aux professionnels, de toute façon, ne pas se lancer tout seul, jouer sur la collaboration, et voilà, j'ai pas vraiment trop de solutions, moi, à apporter, personnellement. À propos de collaboration, avec quels médias est-ce que vous travaillez? Comment les médias vous regardent plus largement? Comment les médias regardent l'initiative Journalistes solidaires? Bah, on a été assez bien reçus et ça a été assez bienveillant de la part des médias traditionnels. Enfin, je sais pas si on dit encore ça aujourd'hui, mais des médias. On a eu beaucoup de discussions avec France Info, notamment bah, sur du mentorat surtout, euh, avec Lynn Landau notamment. Et on a un partenariat avec les Observateurs et France 24, avec qui on a publié notamment une enquête sur le test des masques, enfin de la flamme sur les masques. Euh, donc c'est assez intéressant même de travailler ensemble, enfin pouvoir se dire, ok, il y a pas de frontières, on est tous en collaboration. Et donc voilà, il y a France Info, les Observateurs, il y a d'autres discussions qui sont mises en place et voilà, on essaye de vraiment ratisser assez large euh, pour vraiment s'aider un peu tous parce que même France Info, je pense qu'ils n'ont pas toujours le temps de faire des articles, enfin de toujours... ils peuvent pas traiter tous les sujets, donc je pense que l'entraide, elle est dans les deux sens aussi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des modes de rémunération? Est-ce que vous rémunérez les mentors ou est-ce que les médias vous rémunèrent pour des enquêtes? Non, pour le moment, il n'y a aucune rémunération, malheureusement. Après, on essaye de mettre ça en place et ça a été l'objectif depuis la fin du confinement le 11 mai de préparer l'après. De dire, ok, bon, c'est bien le bénévolat, mais ça va pas pouvoir durer. Euh, et donc oui, on essaye de trouver des solutions. On ne sait pas si ça va venir des médias ou si c'est à nous aussi d'aller chercher des fonds ailleurs. On a ouvert un Open Collective dès le mois d'avril, je crois. C'est quoi un open collectif? Un Open Collective, là, c'était du coup une plateforme de financement public. Donc, on a eu, bon, je vous avoue qu'on a surtout eu de l'argent de nos proches, mais parce qu'ils avaient envie de nous soutenir, ils nous voyaient travailler euh, peut-être 60 heures par semaine sur des fake news, donc voilà. Mais pourquoi pas continuer là-dessus? On va voir, faut qu'on continue à pérenniser le projet parce que ça serait dommage de baisser les bras à la fin du confinement. En tout cas. Justement, c'est quoi les projets d'avenir? C'est quoi les perspectives pour ce... Alors, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un média, c'est un groupe, c'est une entreprise, c'est une association, c'est un collectif, c'est quoi Journaliste solidaire? C'est encore un collectif parce que on ne va pas prendre le statut tout de suite de média. Euh, En fait, c'est encore dans les questions de la pérennisation. On a réfléchi à l'association, on a plusieurs idées, faut qu'on mette en place. C'est vrai que ça a été assez compliqué parce que même nous, il fallait qu'on sorte de notre confinement. Déjà, il faut pas mal courir derrière les gens après le confinement. Donc, c'est vrai qu'on est en train de penser à plein de choses en même temps. Déjà, on est tous enfin, en fait, on a pris l'habitude de réfléchir à 20 000 choses à la fois, de faire tout de la veille pour le lendemain. Donc c'est là on réalise qu'on a peut-être moins de temps, mais il faut s'activer. Le confinement, a été levé il y a 2 semaines, donc c'est voilà, c'est vrai qu'à l'échelle de JS, c'est beaucoup 2 semaines, mais, mais ça va être mis en place, on va essayer de trouver des solutions et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment bah, que nos journalistes qui nous ont vachement aidés, enfin, tous, qu'on soit remerciés, enfin, qu'on ait une conséquence à notre travail, qu'on fasse un beau truc qui dure, quoi. Que les gens applaudissent le soir à 21h, par exemple? Si possible.
J'entends pas assez d'applaudissements. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'enquêtes de débunkage réalisées par Journalistes Solidaires dont vous êtes particulièrement fiers? Particulièrement fière, moi toutes, parce que je suis rédac chef, donc je les remercie à chaque fois. Mais non, il y a notamment une qui a vraiment marché, c'est sur l'argile verte, comme remède au coronavirus. Et en fait, c'est celle qui fait le plus d'audience, enfin qui a le plus de visites. Donc, c'est sur le fait que. Enfin, c'est une naturopathe qui avait dit que ça serait un bon remède. En fait, non. En fait, c'était dans toute la mouvance d'essayer de trouver des remèdes les plus loufoques. Donc, on en a eu plein. Hein. Il y a pas que l'argile verte. On a eu aussi Thierry Casasnovas. Moi, c'était ma première enquête. Thierry Casasnovas, qui, euh, qui est crudivoriste. Qui, pour lui, manger des choux et faire des jus avec des choux, ça pouvait aider à lutter contre le coronavirus. Alors, les fake news, c'est aussi une industrie qui génère sa propre économie. Écoutez ce qu'en disait le sociologue spécialiste d'Internet, Antonio Casilli, c'était dans l'émission Turfu Express, diffusée sur YouTube en 2017. Il y a des incitations économiques qui poussent certaines personnes à produire ou à commander des fake news. Donc ça peut être parfois des véritables articles qui sont commandés au sein de usines à contenu. On les appelle des content mills. C'est parfois des structures qui rassemblent un peu des rédactions de journaux, mais en même temps ne sont pas structurées, ne sont pas professionnalisées. Donc on commande, que sais-je, 5 lignes à droite, une demi-page à gauche pour pouvoir concocter un texte, ou parfois on passe par du multimédia, on commande des images, on peut faire circuler des mèmes, et tout ça est finalisé exclusivement à obtenir un maximum de clics. Des fermes de contenu d'un côté, des équipes de fact-checkers de l'autre, et au milieu des internautes qui doutent de tout et de tous. Comment est-ce que vous imaginez changer l'équation chez Journalistes Solidaires ? J'aimerais bien la changer, cette équation, mais malheureusement, c'est très compliqué. Après, c'est beaucoup d'éducation aux médias. C'est dire, bon, bah voilà, c'est quand tu vois cette nouvelle, si par exemple elle n'a pas de source, c'est que généralement c'est pas bon. Et on avait fait, notamment pour nos 2 mois, on avait fait un espèce de bingo des fake news où justement on relevait toutes ces petites incohérences qui pouvaient faire d'une fausse information un peu une évidence à première vue. Et c'est justement le selon nanana, par exemple, cette fameuse femme qui connaît quelqu'un au Sénat, ou alors, bah oui, justement, un texte qui est non sourcé, et, généralement, il sort de nulle part et est forcément débunkable. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a des rubriques et des équipes de fact-checking dans beaucoup de médias, en France et à travers le monde. Pourtant, on n'a pas l'impression que ça fasse réellement reculer les fake news, ni la crédulité d'ailleurs face à un certain nombre de ces fake news. Qu'est-ce que vous apportez de plus dans ce domaine ? Bah, nous, je pense que les gens peuvent nous faire confiance, enfin, nous ont fait confiance parce qu'ils voyaient qu'on partait d'une bonne volonté. Et c'était peut-être ça la différence. Je veux pas me comparer avec un média parce que c'est pas possible, mais je pense il y a eu une part de confiance qui est arrivée dans l'idée qu'on n'était pas un média et que dans cette crise de confiance vers les médias, on pouvait peut-être changer cette proximité. Mais après, on ne prétend pas non plus changer les choses. On essaye vraiment, vraiment de jouer sur cette éducation aux médias et sur cette proximité avec l'internaute, surtout. Euh, on essaye de rester aussi très accessible, d'essayer
de répondre à leurs questions parce que dès le début, dès le 17 mars, dès le moment où on a créé cette page Facebook, les internautes se sont dit ah oui, ok, je peux leur poser des questions et parfois on pouvait avoir des grandes conversations par inbox avec des internautes qui vraiment avaient l'air un peu perdus, mais ça faisait du bien aussi de les épauler et d'être présent pour eux, quoi. Le point que tu soulèves est intéressant. Au final, c'est pas tant le problème n'est pas tant la vérification des fake news elles-mêmes, le fact-checking lui-même, mais plutôt peut-être la crédibilité accordée aux porteurs d'informations. Tu dis que vous, on vous a fait confiance spontanément? Je pense, après, il y aura toujours des gens suspicieux. Au début, il y avait un internaute qui avait dit sur notre page que on avait gagné en fait 1 million d'euros par Google ou je ne sais quoi. Euh, Parce qu'il y a toujours des gens qui, sur des propos pas du tout fondés, vont remettre en question notre travail, comme dans tous les médias. Mais il faut passer à côté et justement écouter plus ceux qui ont besoin de nous euh, parce que bah voilà, ils ne comprennent pas telle ou telle information. Est-ce que ce souhait de la part principalement des jeunes journalistes, au départ, si j'ai bien compris, d'aller vérifier l'info, d'aller à la source de l'info, est-ce que ça veut dire que c'est aussi une forme en creux de regard critique sur le travail de leurs aînés? Je pense qu'il y a un côté très nouveau média où en fait, c'est pas un regard critique. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses où on s'est quand même imprégné de ce qui était déjà fait. Mais je pense qu'il y avait surtout cette idée de dire, ok, on peut enfin faire ce qu'on a envie de faire. On est un peu devenu fou sur certains points, mais de dire, bon bah, tout est possible, allons-y quoi. On veut de l'intelligence artificielle, on en met. On veut de l'open newsroom, on en met aussi. Et c'est vraiment ça, c'est de dire qu'il n'y a pas de limite, parce que pour avoir aussi travaillé dans des médias, effectivement, parfois on pouvait avoir des idées juste pour faire parfois des posts sur les réseaux sociaux, ça pouvait devenir compliqué. Donc là, c'est vrai qu'on savait qu'on avait un énorme champ libre et on en a profité. Et la preuve, c'est qu'il y a des trucs qui ont marché. Tu nous reparles de l'intelligence artificielle que vous avez mise à votre profit aussi. De quelle manière? Oui, on a décidé de développer ça au moment où on a participé au hackathon de la Commission européenne. Ça aussi, c'était un peu une idée folle, mais c'était super parce on a pu gagner en visibilité aussi à ce moment-là. Ça a été organisé alors, j'ai plus la notion des dates, mais c'était organisé, je crois, début mai. Donc, il y avait différentes catégories et notamment, nous, il y avait un travail qui avait été fait sur les fake news et il y avait 16 000 participants, si je me trompe pas. Donc qui proposaient leurs idées de développement d'outils pour un sujet précis, quoi. Donc c'est là, nous, on a participé à ça. On savait pas vraiment ce qu'on faisait, je pense. Enfin, au début, c'était deux d'entre nous qui participaient, et en fait, il s'avérait que la Commission européenne nous a dit ok, ça nous intéresse, venez. Et donc là, on s'est tous investis, on a créé notre hashtag pour le moment. C'était que de la visibilité, on n'allait pas gagner, on pouvait pas gagner avec un mois de création alors qu'on est tout petit. Donc c'était vraiment un petit rêve d'enfant de dire ok, bon bah allons-y, on va essayer de chercher ça. Et donc à ce moment-là, on a créé cet outil d'intelligence artificielle. Et en fait, l'idée, c'est de calculer la viralité de la fake news avant même qu'elle ne devienne virale. J'attendais la question. C'est-à-dire de dire, ok, bah, par exemple, notre outil va voir cette information, je sais pas, selon laquelle le lait serait un remède. Je suis en train d'inventer une fake news en live, c'est vraiment. Le lait serait un remède contre le coronavirus. Euh, bon, en fait, on ne sait pas vraiment si ça va vraiment se propager, mais justement, l'intelligence artificielle va calculer selon les critères qu'on lui a inculqués de comment une fake news devient virale, va calculer ce process. C'est-à-dire d'avoir un indicateur avancé en fait C'est ça. des fake news qui peuvent cartonner, quoi.
Et grâce à ça, pour ça, on a utilisé, on a été aidé par des sociologues, des mathématiciens qui nous ont aidés. C'est vraiment ce qu'on appelle si je me trompe pas, du deep learning. Je vais me faire rattraper par les développeurs. C'est vraiment ça. Ça existe déjà ? Ça existe aujourd'hui l'outil ou pas encore ? Ça existe, mais ça doit encore être, je pense, intensifié parce que il faut encore apprendre à cet outil. Comme nous, on doit encore apprendre, donc l'outil aussi va avec notre travail. Il n'est pas encore parfait. À titre personnel, qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette expérience ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? Qu'est-ce qui t'a surpris ? Qu'est-ce qui t'a déçu ? Je pense que ce qui m'a réellement marqué, c'était qu'on était capable de faire quelque chose à petite échelle, de dire ok, vous voulez faire quoi ? On le fait, c'est pas grave. On n'a peut-être pas les moyens, mais on va essayer de le faire. Je pense qu'il m'a aussi marqué, c'est le fait que on arrive à produire énormément alors qu'on se connaît. En fait, il y en avait très peu qui se connaissaient, qu'on était confinés, qu'on s'était jamais rencontrés. Donc c'était vraiment pas un souci de. Je pense qu'il s'est passé quand même, c'est peut-être le confinement qui a fait ça, hein, mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire de production, même dans une ambiance assez conviviale. Il y a eu un effort collectif, je pense, et je pense qu'il y a aussi cette partie de bénévolat qui a été assez importante parce que forcément, quand on décide d'être bénévole pour un collectif, c'est qu'on est ultra motivé. Donc voilà, on a eu une espèce d'hyperactivité collective de 60 personnes en même temps. Je vous avoue que à gérer, c'était pas tous les jours facile, mais justement, moi aussi, c'était assez important. J'ai été diplômée il y a 1 an et je me retrouvais à la tête d'un collectif de 60 personnes à gérer. Et c'est pas tous les jours facile, c'est sûr, mais ça apprend pas mal. Et je pense qu'il y a aussi ce qui m'a marqué, c'était de dire que des jeunes journalistes étaient capables, en fait, qu'il fallait peut-être que les médias réalisent qu'on n'avait pas à avoir 20 ans d'expérience pour faire quelque chose de super bien pour l'information. En fait, il y a beaucoup de nos journalistes qui sont pas encore diplômés, qui sont en Master 1, Master 2, et c'est des gens, ils font peut-être partie des personnes les plus compétentes que j'ai vues dans ma courte vie. Merci Lina Fourneau d'avoir été avec nous. Je rappelle que tu es rédactrice en chef du collectif Journalistes Solidaires, que l'on peut vous suivre sur Facebook, sur Twitter et surtout sur le site dédié, là où vous publiez vos enquêtes. Et puis bonne suite pour Journalistes Solidaires, pour les enquêtes. Et merci d'avoir participé à ce nouveau numéro d'Aparté, le podcast proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et par samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique. Au revoir Lina, au revoir Philippe Couve. Salut Marianne Rigaud, au revoir Lina, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler à nouveau innovation média dans Aparté, le podcast. Vous venez d'écouter Aparté, le podcast de l'innovation éditoriale. Qui vous est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Et samsa.fr, la solution formation des médias et journalistes engagés dans le numérique. Un podcast créé par Élise Colette et Jean-Baptiste Diebold. Design graphique Benjamin Leble. Communication Laurie Lejeune. Générique et habillage sonore Boris Leble.